Bonjour à toutes et à tous. Ressources Budget E2I, on s'intéresse à la création d'un objet électronique, plus particulièrement à la carte électronique qui l'anime. Il s'agit de décomposer le cycle de développement d'une carte électronique et dans cette première vidéo, on s'intéresse à la partie qui va aller du cahier des charges jusqu'à l'élaboration du schéma. Tout cela reposera sur un exemple qui est la conception d'un détecteur de présence pour train miniature. C'est une activité qui est utilisée dans le cycle de la SAE en but GE2I à l'IUT de Nantes. Bien, alors pour réaliser un objet électronique, il y a de nombreuses disciplines du but qui entrent en jeu. Des disciplines qui sont des disciplines techniques, technologiques, de l'électronique analogique jusqu'à l'informatique embarquée, et également des compétences nécessaires dans d'autres domaines plus généraux, comme l'anglais, les mathématiques, la gestion de projet, etc. Donc concevoir une carte électronique, ça nécessite d'avoir des compétences très variées. Donc là, on s'intéresse à ce qu'on appelle le cycle en V. Ce cycle en V, il fait apparaître deux compétences, les deux compétences du budget E2I, à savoir la compétence concevoir, qui concerne donc toute la partie gauche du cycle en V, et la compétence vérifier, qui concernera la partie droite donc, de ce cycle en V. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va donc détailler les différentes étapes allant de l'analyse du cahier des charges jusqu'à la conception détaillée. Alors, l'analyse du cahier des charges, eh bien, il s'agit donc de détailler le cahier des charges du projet. C'est donc le client qui émet ce cahier des charges en analysant ses besoins. Ici, le besoin, c'est de détecter le passage d'un train miniature. Le critère numéro 1, c'est deux types de renvoi d'informations qui vont être nécessaires donc, à l'issue de cette détection. On va fournir une information visuelle en indiquant l'absence de train avec une LED. Ensuite, on transmettra un signal vers un système d'automatisation précisant la nature de la détection. Est-ce que le train est présent ou absent? Un second critère, c'est un critère qui concerne le coût de ce système. Alors là, il ne s'agit pas d'en produire 100 000 exemplaires. En revanche, il s'agit d'une activité donc, qui est dispensée en but GE2I à l'IUT de Nantes, avec des promos d'étudiants qui sont de l'ordre d'une centaine. Et par conséquent, les composants et circuits imprimants étant financés par le département GE2I, on va faire en sorte que ce système soit peu coûteux. Et on récupérera également les composants les plus coûteux à la fin de l'activité. Troisième critère pédagogique, il s'agit de choisir un système pour lequel la structure fonctionnelle respecte donc des objectifs pédagogiques. Le schéma devra reposer sur l'utilisation de composants et de concepts qui seront étudiés durant la première année du budget E2I. On passe maintenant à l'étape suivante qui concerne les spécifications du système. Alors ici, les spécifications, elles sont très limitées. Une distance de détection minimale qu'on évalue à 8 cm, une alimentation plus 5 volts unique, et une information de sortie qui sera en 3,3 volts lorsque le train sera absent et 0 volts en présence du train. C'est donc un signal de niveau logique 033 qui correspond à ce qui va être exploitable par le microcontrôleur qu'on utilisera pour le système d'automatisation dans lequel s'inscrit cette carte électronique. Bien, ensuite, à partir du moment où on a le cahier des charges, les spécifications techniques sont imposées, on peut maintenant passer à la partie conception fonctionnelle du projet. C'est donc une conception de haut niveau. On réanalyse le cahier des charges. En présence du train, il ne doit pas y avoir de signal visuel. Et l'information numérique renvoyée, c'est un zéro logique, c'est-à-dire en termes de grandeur analogique du 0 volt. La distance minimale de détection, on la rappelle, est de 8 cm. En l'absence de train, maintenant, on a un signal visuel qui permet de vérifier que le détecteur fonctionne correctement et donc ne détecte pas la présence du train. Par ailleurs,
L'information numérique renvoyée dans cette situation-là est donc le 1 logique, ce qui correspondra pour nous aux 3,3 volts. Alors, il y a différents modes de détection possibles pour pouvoir effectuer une détection de présence. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les proposer ici. Par exemple, de l'infrarouge réflectif. On émet un signal infrarouge vers un réflecteur qui donc renvoie le flux infrarouge et on exploite ce qui est reçu. On peut également utiliser un système de mesure de distance laser, de la détection ultrasonore avec un principe qui ressemble à peu près à ce qu'on a expliqué pour l'infrarouge réflectif, mais cette fois-ci avec une onde ultrasonore. Donc des possibilités, il y en a beaucoup. Et pour faire le choix, on reprend les 2 critères essentiels de ce cahier des charges. C'est un système qui est peu coûteux. Et ensuite, on veut un système qui repose sur l'utilisation de composants et de structures étudiées au cours de la première année. Donc le choix du mode de détection infrarouge réflectif, compte tenu de ces critères-là, est un bon choix. Alors on s'intéresse maintenant plus particulièrement à la conception fonctionnelle de cet ensemble qui va reposer sur l'utilisation d'un système de détection infrarouge. D'abord, une chaîne d'émission. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'envoyer un flux infrarouge vers un système de réflexion qu'on appelle réflecteur. Et ce réflecteur renverra un flux infrarouge réfléchi qui pourra être exploité par un système donc, de réception. Donc, dans un premier temps, on s'intéresse donc à la chaîne d'émission. Cette chaîne d'émission, elle va nous permettre d'imposer un flux infrarouge sous la forme d'un signal carré, dont le rapport cyclique ici sera de 50%. Ça veut dire que ce signal, il est la moitié du temps à l'état haut et l'autre moitié du temps à l'état bas. La fréquence de ce signal est fixée à 10 kHz. Pour pouvoir réaliser pour pouvoir obtenir ce flux infrarouge, on va utiliser un système de conversion électrique optique qui utilisera le composant le plus adapté pour ça, et il s'agit d'une diode infrarouge, comme on le verra par la suite. Alors cette diode infrarouge, elle s'attaque en courant et par l'intermédiaire d'une résistance, ce qui fait que nous, on va donc choisir une attaque en tension. Et cette tension, je la note VAST, qui correspond à ce qu'on obtient à partir d'un circuit astable, ici donc un générateur à la fréquence F0 de 10 kHz. Cette tension aura cette allure-là, représentée ici en rouge, donc un signal de 5 volts d'amplitude, puisque l'alimentation se fait en 5 volts, avec 50% du temps à l'état haut, 50% du temps à l'état bas. On s'intéresse maintenant à la chaîne de réception. On dispose donc d'un flux réfléchi qui ressemble à peu près, évidemment, à ce qu'on a émis. Alors, le niveau du signal réfléchi dépend évidemment de la distance à laquelle se trouve le réflecteur par rapport au couple émetteur-récepteur et éventuellement des obstacles qui peuvent être présents entre le système d'émission-réception et le réflecteur infrarouge. On obtient donc un signal qui ressemble à ce qu'on a émis. On va donc passer par une première étape qui va correspondre à la conversion optique vers un signal électrique de ce flux de réception infrarouge, de ce flux réfléchi. Cette étape nous permet d'obtenir un signal que j'ai noté VIU de T, qui a à peu près la forme du signal correspondant à celui qui a été émis initialement. En revanche, son amplitude sera petite, même à l'issue de cette phase de conversion optique électrique. Donc ici, on a représenté un signal VIU, issu de la conversion, qui va avoir à peu près 0,25 volts d'amplitude maximale. Alors on peut zoomer ce signal, qui va donc de 0 jusqu'à E en amplitude, 0,25 volts. Ce signal possède une valeur moyenne qui a été repérée ici par le trait pointillé vert. Et cette moyenne, elle vaut E divisé par 2.
Alors maintenant, on va s'intéresser à la possibilité d'exploiter ce signal. Ce signal carré, il ce signal carré, il s'étale en fréquence sur un spectre qui est très large. Alors on ne va peut-être pas aller trop dans les détails tout de suite au niveau du spectre, mais simplement, je vous propose ici de comparer ce signal carré à un premier signal qui est constitué d'un signal sinusoïdal que j'ai noté VIU1 de t, dont l'amplitude vaut 2e sur pi, et la fréquence f0, donc un signal sinusoïdal, exactement à la même fréquence que mon signal VIU. On lui ajoute la valeur moyenne de VIU, c'est-à-dire E sur 2, et on obtient ce que je vais appeler le signal VIU estimé. Et on voit qu'ici, on obtient une estimation de notre signal carré sous la forme d'un signal sinusoïdal. Bien, alors ce signal sinusoïdal, il ressemble de très loin à notre signal carré. Pour le moment. On va lui ajouter une nouvelle composante, dont l'amplitude vaudra 2e sur 3pi, et la fréquence 3 fois f0. f0, qui est donc la fréquence de notre signal VU, est ce qu'on appelle la fréquence du fondamental. Le 3f0 que j'ajoute maintenant correspond à un harmonique de rang 3. Si on ajoute ce signal harmonique de rang 3 au signal VU1, on obtient maintenant un signal qui s'approche un petit peu mieux de notre signal carré. Donc notre signal estimé approche davantage le signal carré VIU. Ajoutons maintenant un 5e harmonique. Ce 5e harmonique, il a une amplitude 2e sur 5pi, une fréquence 5 fois f0. Et quand on l'ajoute, on obtient un signal qui, petit à petit, on le voit ici, s'approche de notre signal carré. Alors ce signal que j'ai constitué, le VIU estimé, eh bien, il contient différentes composantes sinusoïdales. Ici, on en a vu 3, plus une composante fixe, E sur 2. Cette composante fixe E sur 2, je peux la représenter sur ce qu'on appelle le graphique du spectre de VIU. Donc VIU estimé en fonction de la fréquence. Alors pour l'instant, j'ai bien conscience que pour vous qui découvrez ces notions, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce sont des choses qui vont être revues par la suite, qui feront l'objet de cours au travers des différentes formations du but. Ce qui est intéressant ici, c'est simplement de donner un petit peu l'eau à la bouche de ce que vous verrez par la suite. Donc cette première composante E sur 2, eh bien, on va la représenter ici pour f égale 0. Effectivement, E sur 2, c'est une constante, ça correspond à une fréquence nulle. Le poids de cette raie spectrale aura pour valeur E sur 2, ça correspond donc à l'amplitude de ma composante continue, la valeur de ma composante continue. Ici, on a un signal sinusoïdal de fréquence f0. Je place donc à la fréquence f0 égale 10 kHz une raie dont le poids vaut 2e sur pi, c'est-à-dire l'amplitude du signal sinus. Je peux procéder de la même façon pour les autres raies qui ont été ajoutées, les autres composantes sinusoïdales que j'ai ajoutées pour estimer mon signal VIU. J'ai donc celle-ci avec donc un coefficient B3 qui correspond à l'amplitude du signal sinusoïdal à la fréquence 3f0, c'est-à-dire 30 kHz. Et j'ajoute enfin ici ce qui correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, au 5e harmonique de ce signal. Et là, on s'arrête là pour le signal VIU estimé. Bien, ce qui sera vu par la suite en but GE2I, dans le module outils mathématiques et logiciels du second semestre, eh bien, c'est le fait qu'un signal périodique, c'est le cas de mon signal carré ici, qui est un signal périodique de période 1 sur f0, eh bien, ce signal périodique, il peut se décomposer en une somme infinie de sinus.
Alors sinus plus cosinus, je passe les détails, mais ce qui est intéressant, c'est ça, hein, c'est d'avoir compris que ce signal périodique, je vais pouvoir le décomposer comme ceci, en un signal dont le spectre fait apparaître une infinité de raies dont l'amplitude est généralement décroissante. Alors là, par exemple, nous, on a extrait uniquement les 3 premières raies spectrales et la composante continue de VIU de F pour constituer notre signal VIU estimé, et on a obtenu le signal que vous voyez ici en violet, qui approche donc VIU de T. Imaginons maintenant qu'on prolonge l'idée et qu'on aille jusqu'au 21e harmonique. Le 21e harmonique, le voici. On a maintenant un signal avec donc 21 harmoniques au total. Et la somme de toutes ces composantes sinus nous amène à un signal qui est de plus en plus proche de notre signal carré. Alors maintenant, on en revient peut-être un petit peu à notre circuit de réception. Ce circuit de réception, on l'a vu, hein, il nous permet d'obtenir un signal VU qui est un signal carré. Ce signal, il est issu donc de la conversion optique-électrique et notre système d'émission-réception se trouve dans un environnement qui peut être plus ou moins pollué et éventuellement pollué par de l'infrarouge. Cette pollution, elle va logiquement venir se superposer à notre signal carré. Si on veut limiter l'impact de cette pollution, si on en étudiait le spectre qui va en fait s'étaler partout dans les fréquences, hein, sur toutes les fréquences, on va avoir tout intérêt à limiter ce que l'on va prendre au niveau du spectre ici. Alors tout à l'heure, on avait représenté un VIU estimé, on prenait le spectre jusqu'à B5, hein, le 5e harmonique, mais on peut imaginer prendre en compte une bande de fréquence beaucoup plus petite, mais qui nous permette quand même d'avoir une information fiable sur VIU. Évidemment, ce que je vous propose de récupérer, c'est tout simplement ce qui correspond à la raie spectrale B1, c'est-à-dire au fondamental du signal. Pour pouvoir réaliser cette opération, qui nous permet, comme vous le voyez ici, d'obtenir uniquement un signal sinusoïdal, pour lequel le bruit environnant, tous les parasites environnants, auront eu un impact très limité, parce que des parasites spécifiquement ciblés sur cette fréquence de 10 kHz, il n'est pas évident qu'on en ait en quantité importante, hein, même a priori on ne devrait pas en avoir. Eh bien, on va venir extraire donc cette raie. Pour l'extraire, eh bien, puisqu'il s'agit de prendre une partie des fréquences seulement, on va faire ce qu'on appelle un filtrage passe-bande ou un filtre sélectif qui permet de récupérer uniquement cette partie du spectre fréquentiel, hein, uniquement cette fréquence-là. Donc on ne va récupérer que ce qui se trouve à proximité immédiate de 10 kHz. Et voilà donc ce qu'on obtient. Bien, à partir de là, l'amplitude du signal obtenu renseigne directement sur le niveau de réflexion du signal qui a été émis. C'est-à-dire que plus le signal est réfléchi, c'est-à-dire plus le réflecteur est proche par exemple, et plus l'amplitude de ce signal-là sera importante. Inversement, si je mets un obstacle devant qui empêche le signal infrarouge d'être réfléchi, cette amplitude-là diminuera considérablement. Alors, on a pour le moment un signal dont l'amplitude est vraiment petite. Et d'ailleurs, si on représente ce signal un petit peu autrement, voilà ce qu'on obtient, hein. C'est donc un signal pour lequel, eh bien, on le voit ici, l'amplitude est très faible. Et ce signal de faible amplitude, eh bien, il paraît assez logique pour pouvoir l'exploiter correctement, de l'amplifier. Donc on met en place une fonction secondaire supplémentaire, fonction secondaire 1.5, qui nous permet d'amplifier le signal et d'avoir maintenant un signal VA d'une amplitude relativement importante. Alors maintenant, je souhaite pouvoir dire à tout instant si oui ou non le train est présent. Et je vous rappelle que l'amplitude de mon signal VA ici est directement dépendante du fait que le signal ici a été correctement réfléchi ou pas.
Donc il s'agit, pour savoir que le train est présent, d'être capable de dire en permanence bien qu'on a un signal dont l'amplitude est supérieure à un certain niveau de référence qui nous permettra de dire si oui ou non le train est présent. Donc on va tenter dans un premier temps de récupérer ici ce qui correspond à l'amplitude du signal. Ça, c'est ce qu'on appelle une détection de crête. On vient prendre la crête du signal sinusoïdal. Alors il existe différentes approches pour pouvoir réaliser ça. La plus simple à mettre en œuvre avec les compétences d'un étudiant de but de géodésie en première année, c'est d'utiliser un circuit de détection de crête qui va présenter simplement une approximation donc du niveau crête de notre signal donc VA. Donc cette détection de crête, on verra par la suite qu'elle repose donc sur un circuit, comme je vous l'ai dit, qui permet d'être étudié, qui peut être étudié en but première année. Et ce circuit va présenter donc un signal VD détecté, détection de crête, qui aura plutôt cette allure-là. Enfin, on est très proche finalement de ce que je proposais au départ, qui était donc de détecter cette crête-là. Alors maintenant, j'obtiens un signal ici qui est pratiquement continu. Et à partir de là, je peux mettre en place un système qui me permettra de dire si ce signal se situe au-dessus ou en dessous d'une référence qui permet d'affirmer si oui ou non le train se trouve être présent ou pas. Pour ça, on met en place un système de comparaison. Ce système de comparaison, on lui présente le signal VD ainsi qu'un signal de référence, ici VRF, qui est une constante. Alors j'ai marqué 0,75 volts pour l'exemple, par rapport à l'échelle que l'on pouvait avoir ici. Ici, on voit que notre signal VD orange est au-dessus tout le temps du signal VRF, et par conséquent, on considérera que ça signifie que le signal est parfaitement réfléchi, et puisqu'il est parfaitement réfléchi, il n'y a pas d'obstacle entre l'émetteur-récepteur infrarouge et le réflecteur, et donc le train est absent. On va pouvoir, par conséquent, imposer un signal à la sortie de notre système de comparaison, signal VIR, qui nous permettra de récupérer l'information qui était attendue, c'est-à-dire 3,3 volts lorsque le train est absent. Et on pourra également, à partir du même circuit, allumer la LED qui indiquera l'absence de train. Alors maintenant, on peut regarder ce qui se passe lorsqu'un train arrive et se trouve donc entre le couple émetteur-récepteur et le réflecteur. Et dans ce cas-là, le signal donc VD s'écroule, passe en dessous le signal de référence de comparaison VRF de 0,75 volts et par conséquent, la sortie indique ici pour VIR 0 volts, ce qui précise par conséquent que le train est présent. Alors, il y a une autre fonction qui est nécessaire pour faire fonctionner notre ensemble ici. Cette fonction supplémentaire, c'est une fonction qui va nous permettre à partir du plus 5 volts d'obtenir du moins 5 volts. Donc cette fonction supplémentaire, c'est ce qu'on appelle un convertisseur DC-DC. Il va nous permettre d'alimenter tous les composants qui auraient besoin donc d'une alimentation moins 5 volts en complément du plus 5 volts initialement fourni au système. Alors on a vu les étapes finalement les plus importantes, je dirais les plus difficiles finalement, parce que la conception fonctionnelle, c'est vraiment là qu'est la difficulté. Maintenant la conception détaillée, c'est celle qui va nous permettre de passer du fonctionnel au schéma électronique à proprement parler. Pour cette première partie, générateur à 10 kHz, conversion électrique-optique, on utilise ce qu'on appelle un oscillateur astable, donc à base de comparateurs. La diode infrarouge d'émission se trouve à cet endroit-là.
elle est donc attaquée via la résistance R14 par donc, le signal VAST, le VAST qu'on a étudié précédemment, qui est donc le signal carré de 0 à 5 volts, avec une fréquence de 10 kHz. Donc cet oscillateur carré, il sera étudié dans le module LN2 du but GE2I, et on verra les diodes au cours du module LN1 du but GE2I. Ensuite, on s'intéresse à la partie réflexion, la réception, qui met donc en œuvre au départ une conversion optique-électrique. Bon, ça s'obtient très facilement avec un amplificateur opérationnel en convertisseur courant-tension. C'est quelque chose qui sera étudié dans le module LN1 et en partie pour la réception de l'infrarouge dans le module physique appliquée 2. On ajoute ensuite le filtrage passe-bande. Alors, il y a beaucoup de façons de réaliser cela. Il faut bien comprendre qu'ici, les objectifs sont d'utiliser différentes briques étudiées durant l'année du budget GE2I. Donc, ce n'est pas forcément la solution optimale qui a été retenue. Là, on va mettre en place un circuit RLC. Il est très clair qu'on peut faire autrement. Donc ça, c'est quelque chose qui sera étudié dans le module LN2 et également dans le module donc, outils mathématiques logiciels du second semestre. L'amplification, c'est une fonction élémentaire de l'électronique et pour cela, on utilise un amplificateur opérationnel monté en non-inverseur. C'est quelque chose qui sera vu donc, au semestre 1 dans le module électronique 1. La détection de crête, pareil, c'est quelque chose qui peut être vu en électronique 1, électronique 2, qui comprend une diode suivie d'un circuit RC. Et enfin, le comparateur de sortie. Donc ce comparateur, c'est quelque chose qui est étudié donc, dans le module électronique 1 du BUT. Alors, on voit également la LED ici qui permet de visualiser l'information sur la présence ou l'absence du train. Il reste un dernier élément qui concerne donc la conversion DC-DC qui permet à partir du plus 5 volts d'obtenir du moins 5 volts. Ici, il s'agit d'utiliser une pompe de charge qui, à partir de d'une capacité, nous permet d'obtenir donc une tension de moins 5 volts à partir d'une alimentation plus 5 volts. Donc c'est une pompe de charge inverseuse. Alors, il y a d'autres éléments qui concernent l'alimentation des composants qu'on a vus dans les structures précédentes. En particulier, l'amplificateur opérationnel qui est utilisé pour amplifier le signal et effectuer la conversion courant-tension. Enfin, on passe à la conception détaillée avec le schéma final tel qu'il sera dans sa totalité saisi dans l'outil de CAO. Voilà, on a vu donc toute la branche gauche du cycle en V qui correspond à l'étape de conception. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux différentes étapes qui permettent de réaliser le dessin du circuit imprimé à partir donc, du design du schéma qui a été réalisé et de toute l'étude que l'on vient de faire à l'instant. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On pourrait ajouter une petite chose, effectivement, que j'oubliais, c'est que quand on a besoin de développer quelque chose, que ce soit développer du logiciel ou une carte électronique, il y a un outil qui me paraît essentiel, c'est d'avoir un cahier de brouillon et un crayon. Parce que, comme vous avez certainement pu le voir ici, il y a énormément de choses à étudier avant de dessiner le schéma électronique. L'étude du cahier des charges, des spécifications, la conception fonctionnelle, ce sont des choses qui ne se font pas en se jetant sur le clavier de l'ordinateur. Bien, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, même si la vidéo est longue. Ça me paraissait nécessaire, il y avait beaucoup de choses à voir. Ensuite, si vous voulez d'autres informations, d'autres cours, là je m'adresse aux gens qui ne sont pas présents en but GE2I à l'IUT de Nantes. Vous pouvez toujours aller sur mon site www.geii.eu et également sur la version www.geii.fr
sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il s'agit d'un site différent, d'une plateforme d'apprentissage dont ce sont les débuts, donc il y a très peu de choses dessus. Mais vous verrez que par la suite, ça permettra d'avoir de l'interaction par-dessus les vidéos YouTube, de répondre à des questionnaires, des quiz et d'évaluer votre niveau de compréhension des différentes vidéos que je propose. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos.